Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la notion de PGCD. C'est une notion assez importante, pourquoi? Parce qu'elle va définir une relation entre deux entiers et cette relation va faire l'objet la plupart du temps d'hypothèses sur des théorèmes plus importants encore. Et donc c'est important de pouvoir bien comprendre cette notion pour pouvoir appliquer d'autres théorèmes qui vont nous être bien utiles. Donc voilà. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu la notion de nombre premier qui est une notion importante et intéressante, mais qui va pas nous être utile pour cette vidéo-là, qui va nous être utile pour même pas la prochaine, peut-être les vidéos plus tard. Enfin, on s'en fout, mais en gros, il n'y a pas besoin de l'avoir vu pour suivre. Donc, je vais définir certains ensembles, rigoureusement, et ces ensembles vont nous permettre de bien définir la notion de PGCD. Donc, je note l'ensemble D de A. A, c'est un entier relatif. Donc D de A, c'est l'ensemble des diviseurs positifs de A. Donc déjà, vu qu'il est positif, il est dans N. Donc c'est l'ensemble des entiers naturels tels que N divise A. Voilà. Et D de AB, c'est pareil. Donc ça va être l'ensemble des entiers naturels tels que N divise A et N divise B. Donc un exemple. D de 20, c'est l'ensemble 1, 2, 4, 5, 10, 20. Donc c'est l'ensemble des diviseurs de 20 positifs. D de 38, c'est pareil, c'est 1, 2, 19, 38. Et D de 20, 38, c'est l'ensemble des entiers qui divisent à la fois 20 et 38, donc il y a 1 et il y a 2. Parce que 1, il divise 20, 1, il divise 38, 2, il divise 20, et 2, il divise 38. Il n'y en a pas d'autre. Par exemple, 4, il divise bien 20, mais 4, il divise pas 38, parce que 38, il n'est pas dans la table de 4. Voilà, j'espère qu'on est au clair là-dessus. Euh, voilà, donc ces propriétés-là ne sont pas très intéressantes, pas importantes, mais elles vont nous permettre de bien définir euh, la notion de PGCD et pourquoi en fait il y a toujours un PGCD entre deux nombres. Pourquoi il y en a toujours un, pourquoi ça existe. Donc ces propriétés-là vont nous permettre de faire ça. Donc pour tout AB dans Z, D2A et D2B sont jamais vides. Pourquoi? Parce que 1 existe. En fait, 1 il divise A. Donc D2A il n'est pas vide parce qu'il y a au moins 1 dans l'ensemble. D2AB il n'est pas vide. Pourquoi? Parce que 1 il divise A, 1 il divise B. Donc 1 est dans cet ensemble. Donc il n'est pas vide aussi. Voilà pourquoi, c'est tout. Donc c'est jamais vide et tant mieux. Pour tout AB relatif, on a D2A, B égale à D2A, interne D2B. En gros, on va prendre un élément dans D2AB. Donc par définition, ça veut dire que n divise A et n divise B. Et donc ça par définition, ça veut dire que n il est dans D2A et n il est dans D2B. Et donc ça, d'un point de vue ensembliste, le et, c'est une intersection. Donc ça veut dire que n, il est dans l'intersection D2A interne D2B. Et donc ça, vu qu'on a raisonné par équivalence, on fait le chemin inverse. Donc on a montré bien la double inclusion. Ensuite, si A et B sont non nuls, alors D2AB est fini. Pourquoi? Parce que D2A, B, on a dit que c'est l'intersection, et l'intersection, il est compris dans D2A. Et D2A, c'est un ensemble fini, parce que un diviseur de A, il est plus petit que A. Donc il a au maximum A diviseur de 1 à A. Donc il y a au maximum A candidats pour A diviseur. Et de A, et en plus, il n'est pas vide. Parce que grâce à la propriété 1. Donc il n'est pas vide, et il est fini parce qu'il a au maximum A diviseur. Donc c'est un ensemble fini. Et vu que le D2AB il est inclus dans D2A, donc il est contenu dans D2A, donc vu que D2A il est fini, c'est-à-dire que D2AB est aussi fini. Donc voilà. Donc c'est un ensemble fini aussi. Donc pourquoi c'est utile de dire que ce sont des ensembles finis? Parce qu'il y aura cette propriété. Tout ensemble fini admet un maximum. Et donc en particulier D2A, D2AB admet aussi un maximum. Et D2A aussi. Mais en fait D2A le maximum sera toujours A. Donc c'est pas intéressant, mais l'ensemble des deux AB, le maximum, ça sera peut-être pas toujours A. C'est ce maximum-là qui va être intéressant pour nous à étudier. Et donc ce maximum-là, donc le maximum des ensembles des diviseurs de A et de B, c'est le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun. C'est dans le nom. Donc on le note PGCD de AB ou encore A chapeau B. Donc voyons l'exemple précédent. Donc D de 20,
C'est 1, 2, 4, 5, blablabla, 1, 2, 10, 9, 38. Et si on prend l'intersection, c'est 1, 2. Et donc le maximum de cet ensemble, c'est 2. Du coup, c'est ça le PGCD. C'est ça qu'on va appeler PGCD. C'est 2. C'est le plus grand diviseur commun. Donc rien qu'à partir de cette définition, on peut déjà déterminer une méthode de calcul du PGCD. Ce qu'on fait, c'est qu'on liste tous les diviseurs de A et tous les diviseurs de B. On prend l'intersection et on prend le maximum de cette intersection et on trouve le PGCD comme ça. Le problème de cette méthode, c'est qu'il faut connaître explicitement les diviseurs de A et les diviseurs de B, ce qui ne peut pas toujours être possible si par exemple on a une variable n. Le PGCD de n est de 4, on ne peut pas le déterminer par cette méthode-là. Donc voilà. Donc on va faire un exemple. On va déterminer le PGCD de 84 et de 128 grâce à cette méthode. Donc voilà. Donc on se retrouve pour l'exemple. Donc, j'ai déjà commencé un peu. Donc on va lister les diviseurs de 128. Donc on a 1. Évidemment, on a 128 ici. Ensuite, on a évidemment 2 parce que c'est pair. Donc si on divise par 2, ça nous fait 64. Est-ce qu'on a 3? 8 plus 3. Non, on n'a pas 3. On a 4. Pourquoi on a 4? Parce que 64 se divise par 2. Donc ça nous fait 32. 2. Putain, en plus c'est une puissance de 2. Ok, donc on aura 8, 16. 8, 16. Bah c'est tout. Ok, bah voilà. Bon. J'avais pas vu que c'était une puissance de 2. Bon, c'était plus simple que prévu. J'aime juste... Comment on déplace comme ça? Voilà. Donc on fait pareil pour l'autre, là, ce 84. On a évidemment 1, 84. Bah, on a 2 parce que c'est pair. Ça nous fait 44. 42, pardon. Est-ce qu'on a 3? Oui. Ça nous fait 20, 28. 28, 84 divisé par 3, 28. On a 4. Ça nous fait 21. On n'a pas 5, on a 6 puisqu'on a 2 et 3. Donc 6. Ça nous fait 14. Oui. Et est-ce qu'on a 7? 7. On a 7, oui. On a 7 parce qu'on a 21. Et du coup, on a 7. 7 fois 12. Je crois que c'est bon. Parce que c'est pas un table de 8, ni de 9, de 10, ni de 11, ni de 12. Bah, on revient à 12, c'est bon. Donc, ok, on a fini. Donc, voilà. Donc, ensuite, on prend l'intersection. On va prendre les diviseurs communs aux deux. Donc, D de 84, 128. Ça va être. Donc, on a 1. Je vois pas mal. On a 1 qui sont présents. 2 qui sont. Ils sont 2, 4. Est-ce que c'est tout? Hmm, J'en vois pas d'autres. Ouais, c'est tout. Donc voilà. Donc 1, 2, 4. Voilà. Donc le maximum de ça, euh, c'est 4. Donc le PGCD, PGCD de 84 et de 128, ça donne 4. Voilà. Voilà. Donc voilà la première méthode pour calculer un PGCD. Donc c'est un peu long, c'est vrai, et ce sera souvent long. Enfin, bref, en vrai, c'est même pas si long que ça. C'est juste que je suis lent.
Mais en vrai, voilà, c'est une méthode qui marche. Mais c'est pas celle que je préfère. Il y aura une autre méthode qui est plus élégante, je trouve. On la verra. Donc on a vu un exemple, on a vu que ça faisait 4. Voilà. Donc on a des propriétés sur le PGCD. Donc le PGCD de A est de 0, ce sera la valeur absolue de A. Donc j'ai pris des relatifs, hein. J'ai pris des relatifs. C'est valeur absolue de A. Pourquoi? Euh, parce que parce que A divise 0. Oui, et A divise 0. C'est un peu, j'aime pas l'écrire parce que c'est bizarre. Mais du coup, en fait, D de A, en gros, tous les diviseurs par transitivité de la relation, mais je ne détaille pas, tous les diviseurs de A, ils vont diviser 0. Donc en fait, D de A 0, ça va être D de A. Et du coup, si tu prends le maximum de D de A, c'est A, comme on l'avait dit avant. Du coup, le maximum entre de D de A, soit c'est moins A si A est négatif, soit c'est... ah non, c'est forcément A, puisque c'est l'ensemble des diviseurs positifs. Ouais, mais en vrai, on peut calculer un PGCD sur les relatifs aussi, donc ouais, donc c'est forcément... Ouais, donc ce sera moins A si A est négatif et ce sera A si A est positif. Du coup, ça nous donne bien la valeur absolue, hein. C'est une définition de la valeur absolue. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Le PGCD de A est de 1. Bah, c'est 1 parce que c'est logique parce que déjà le seul diviseur commun entre les deux, le seul diviseur de 1 c'est 1, positif. Et vu que 1 il divise A et le seul diviseur de 1 c'est 1, c'est lui-même. Donc le PGCD il faut forcément 1. Ensuite, voilà, bon, j'ai prouvé ça plus tard. Ensuite, le PGCD de AB, il est au moins égal à 1. C'est logique parce que 1 il divise tout le monde. Donc le PGCD il voudra au moins 1. C'est logique. Le PGCD de AB c'est égal au PGCD des valeurs absolues de A et de B. C'est logique aussi parce que l'ensemble des diviseurs c'est le même. Qu'on prenne A positif ou A négatif, ce sera toujours le même ensemble qu'on va considérer. Le même ensemble de diviseurs, il ne va pas changer en fonction du signe de A et de B. Donc c'est logique que les maxima soient les mêmes. Comme moi j'ai tourné ça rigoureusement, en gros, bah oui, on part de cette égalité forcément. Et du coup, en fait, l'intersection ça va être la même et le maximum, bah ouais, c'est le même. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si B divise A, alors le PGCD de A et de B, il vaut B. Ce qui est logique aussi, parce que tous les diviseurs de B, ils sont inclus dans A, dans les diviseurs de A. Parce que par relation, par la transitivité vous connaissez. Et du coup, le maximum des ensembles, ce sera de l'intersection, ce sera B, parce que B, il va tirer vers le bas en fait les. Je sais pas, j'ai une vision intuitive de la chose. Je sais pas si je peux dessiner ou pas. Je vais essayer de dessiner. Oh, non, ça ira. Non, on va continuer comme ça. Pas grave. En gros, comme B divise A, tous les diviseurs de B ils divisent A. Et le plus grand diviseur de B, c'est B. Et vu que B divise A, que veux-tu, le maximum de D de B c'est B. Donc le PGD il vaut forcément B. J'ai pas une façon plus claire si vous n'avez pas compris ça, je sais pas, mais c'est logique aussi. Donc voilà, on a des cas favorables. Donc si on a un cas comme ça, il n'y a pas besoin de s'embêter à calculer le PGCD. Si c'est un multiple de B, faut pas s'embêter à faire la méthode précédente. Mais bon, ça c'est rare qu'on calcule. Généralement, on calcule des PGCD sur des nombres qui n'ont rien à voir entre eux. Enfin, qui sont pas multiples l'un l'autre. Mais bon, si ça arrive, voilà, on gagne du temps grâce à cette propriété. Maintenant, on va définir la propriété assez importante, propriété très importante. Euh, c'est, on a A et B, deux entiers naturels. Là, je vais faire vraiment sur des naturels parce que j'ai pas envie de me faire chier. Mais en gros, c'est simple. Donc, on a A et B des naturels. On va considérer R le reste de la division euclidienne de B par A. On a que D de AB, c'est l'ensemble des diviseurs communs à A et à B, il est égal à l'ensemble des diviseurs communs à A et à R. R qui est le reste de la division euclidienne de A par B.
Donc un corollaire quasiment immédiat, c'est que les PGCD, on a le même PGCD en fait. La logique, c'est que les ensembles sont les mêmes, donc ils ont le même maxima, le même maximum. Donc on va montrer une égalité ensembliste, et pour montrer une égalité ensembliste, on fait généralement une méthode par double inclusion. Donc on va prendre un élément dans D2AB, et on va montrer qu'il est aussi dans D2AR, et vice versa, on va prendre un élément D2AR, et on va montrer qu'il est dans D2AB. Pour montrer ça, généralement on utilise les propriétés de l'ensemble. Donc je vais me donner déjà les objets nécessaires, donc A et B, deux antinaturels non nuls. Et on va considérer la division euclidienne de B par A. Q, ça va être le quotient et R, le reste de cette division euclidienne. Du coup, on a l'égalité suivante, B égale AQ plus R. Donc, si vous n'avez pas compris, je vous invite à voir la vidéo, la deuxième vidéo sur la division euclidienne. Donc, je vais prendre un élément D2 à B, donc un élément des diviseurs communs à A et à B. Donc, dans ce cas-là, N il divise A et N il divise B. Donc, grâce à mes propriétés sur les combinaisons linéaires, N il divise B moins AQ. Avec Q, c'est en particulier le quotient de la division euclidienne. Et donc B moins Q, c'est égal à R, parce que si je fais passer AQ de l'autre côté, ça me donne R. Donc N, il divise R. Et donc comme N, il divise A et N divise R, N, c'est aussi un élément des diviseurs communs à A et à R. Donc l'ensemble des diviseurs, je veux dire l'ensemble des deux AB, il est inclus dans l'ensemble des diviseurs communs à A et à R. Voilà. Donc on a fait un sens, on va faire l'autre sens pour montrer l'égalité. Donc je vais me donner un élément de l'ensemble des diviseurs communs A et à R. Donc, par définition, N divise A et N divise R. Donc, en particulier, divise AQ plus R. Et donc, AQ plus R, ça fait B, grâce à l'égalité au-dessus. Et donc, N divise B. Donc, ça veut dire que N, c'est un élément de D2AB. Parce qu'il divise à la fois A et il divise à la fois B. Donc, on a que D de AR est inclus dans D de AB. Et par double inclusion, on a montré l'égalité. Et donc maintenant, le petit corollaire, vu que les ensembles sont égaux, ils ont le même maximum. Parce que le maximum est unique. Et donc, le PGCD de AB, c'est le PGCD de AR. Voilà. Et donc, vous me direz, punaise, à quoi ça sert ce truc? Eh bien, ça sert à créer un algorithme, l'algorithme d'Euclide. On va construire l'algorithme d'Euclide. Donc, en gros, si on répète ça, parce qu'en fait, ce que j'ai omis de dire, c'est que R, il est plus petit que B. Donc, en gros, là, il y a un nombre, il y a un couple de nombres assez grand. Là, il y a un couple plus petit, ou un nombre est plus petit. Parce que A, il reste le même, mais R, il sera forcément plus petit. Il sera plus petit que A. Donc ça nous avantage. Ça nous aide à calculer. Parce que si les nombres sont grands, c'est un peu chiant. Mais vu que les nombres sont plus petits, c'est plus intéressant. Et si on, et donc le plus intéressant, c'est pas juste cette égalité, c'est qu'on va répéter le même processus. On peut répéter AR avec on considère nos divisions euclidiennes et blablabla. On va répéter le processus. Et lorsqu'on répétera ce processus, à un moment, on va arriver vers D de je sais pas quoi, 0. Donc à ce moment-là, on pourra facilement calculer PGCD. Puisque l'ensemble, il sera. Il y aura qu'un seul. Donc voilà. Donc c'est grâce à cette méthode, grâce à cette propriété, qu'on peut trouver une méthode systématique, algorithmique, pour déterminer le PGCD entre deux nombres. Donc cette méthode, cet algorithme, je vais appeler l'algorithme maintenant, il s'appelle l'algorithme d'Euclide ou l'algorithme des divisions successives. Donc là, je donne un exemple. Je souhaite calculer le PGCD de 103 et de 76. Donc on va écrire la division euclidienne de 103 et de 76. Donc on fait toujours le plus grand par le plus petit, mais en vrai ça change rien. Ça change rien parce que le reste il sera 103 et donc ça va inverser, mais bon, quitte on veut gagner un peu de temps à la main. Enfin bref. Du coup, on écrit la division euclidienne. Donc 103 c'est 76 fois 1 plus 27. Et donc on va répéter les mêmes processus. Donc le reste il vaut 27. Et le A là, de notre propriété, c'est le 76. Voilà. Et donc on va maintenant effectuer, on va réappliquer la même propriété à 1.
Donc, on va faire la division euclidienne de 76 par 27. Ce qui va nous donner 76 fois 76, ça vaut 27 fois 2 plus 22. Maintenant, on a notre, c'est pas le C, on a R et on a notre nouveau R prime, R prime 1, enfin, on l'appelle comme on veut. On a un nouveau reste. On réapplique encore la même propriété. Donc 27, on fait la division euclidienne de 27 par 22. Donc 27, c'est égal à 22 fois 1 plus 5. Donc là, les nombres, ils sont beaucoup plus petits, c'est plus facile de calculer un PGCD. On refait la même chose. 22 par 5. 22, c'est égal à 5 fois 4 plus 2. On refait encore la même chose. 5, c'est égal à 2 fois 2 plus 1. On refait la même chose. 2, c'est égal à 2, c'est égal à 1 fois 2 plus 0. Et à ce moment-là, on a terminé parce que le PGCD vaut 1. Parce que si on fait, là j'ai pas écrit l'ensemble des diviseurs, c'est vrai, mais en gros on avait l'ensemble des diviseurs de 2 et de 1. C'est l'ensemble des diviseurs communs de 2 et de 1. On avait une suite d'égalité comme ça, faut se l'imaginer. Et on se retrouve avec ça. L'ensemble des diviseurs communs à 2 et à 1. Et le plus grand élément de cet ensemble, c'est logique, c'est 1. Donc, et du coup, on a déduit le PGD. Le PGD, il vaut 1. On prend le dernier reste non nul. Voilà. On prend le dernier reste qui n'est pas nul. Donc voilà, ça nous donne une deuxième méthode pour déterminer le PGCD. Si vous n'avez pas compris maintenant, c'est pas grave, je vais faire des exemples et ça va aller vraiment mieux. J'ai aussi montré pourquoi ça marche aussi, parce que en vrai, j'ai pas donné de preuve de l'algorithme de Clit, j'ai juste donné la propriété, cette propriété-là. Non, je vais expliquer ça juste après. Voilà, donc comme on l'a fait dans l'exemple précédent, pour déterminer le PGCD en deux nombres, il faut appliquer l'algorithme. Super, c'est l'algorithme, j'ai une faute ici. Entre ceci et de prendre le dernier reste non nul. Donc, on va faire l'exemple. Donc, évidemment, l'avantage comparé à la méthode précédente, c'est on s'en fiche des diviseurs explicites de A et de B. On ne les connaît même pas. Donc, si on ne peut pas les trouver, en plus, cette méthode peut marcher. En plus, cette méthode, elle se généralise dans K, Z. Dans K, en fait, dans K de. Même pas en K de Z. Hein. Avec des polynômes, ça marche. Donc, si vous connaissez cette méthode, ça vous sera utile plus tard. Après, le problème, bon, c'est un peu subjectif, mais c'est que ça peut te faire vite des erreurs et ça peut être très long aussi, si on a des grands nombres. Après, aussi, l'autre méthode, aussi, avec la première méthode, aussi, avec des grands nombres, c'était long aussi. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je préfère celle-ci, mais voilà. Donc, on va faire l'exemple. Bah, c'est le même qu'avant, mais on va le terminer d'une autre façon. Donc, on va déterminer le PGD de 84 et 128. Et normalement, on est censé tomber sur 4. Donc voilà, on se retrouve là. Je prends le stylo et j'arrive. Voilà. Donc on avait trouvé 4 la dernière fois. Donc on va trouver 4 aussi, j'espère. Donc on fait la division euclidienne de 128 par 84. Donc 84 fois 1 plus 16 plus 28, ça me fait 44. Donc maintenant on fait la division euclidienne de 84 et de 44. 44 fois 2, ça passe pas, malheureusement. Donc fois 1 plus 42. Non, plus 40 même, pardon. Maintenant, on fait la division euclidienne de 44 et de 40. Donc 44, c'est-à-dire 40 fois 1 plus 4. Ah, et déjà là, on sent qu'on a fini. Parce que 40, c'est 4 fois 10 plus 0. Et donc, le dernier reste non nul. Ah, je peux pas colorer malheureusement. Comment? Voilà. C'est 4. Il est là. Mon bon ami. On a retrouvé 4. Grâce à cette méthode qui était vraiment plus rapide que prendre tous les diviseurs communs. Enfin, de regarder les diviseurs communs. 128 et 84. Pour une être plus visuel, regardez ce que j'ai fait.
Donc on a pris nos nombres ici, donc c'est nos nombres de départ. On a trouvé le reste, 44. Ensuite, regardez, on a descendu ici. Le 84, il est allé, il s'est déplacé. Et ensuite, le 44, il s'est aussi déplacé à gauche. Donc, faut imaginer que les nombres se déplacent à gauche. Vous voyez? Donc, le 84, il va aller encore à gauche, il disparaît. Bon, le 128, il est parti à gauche, il a disparu dans les Andes. Voilà. Donc, faut s'imaginer que lui part à gauche, il disparaît. Le 44, il va aller à gauche de l'égalité. Et le 40, toi aussi, tu vas aller à gauche. Voilà. Donc, c'est une méthode plus visuelle. Je sais pas si ça marche. Moi, ça marchait pour moi à l'époque. Je faisais comme ça. Donc, lui, il va à gauche. Donc 44, il disparaît dans les Andes. 40, il va bientôt. Bah, après, ça se finit, hein, mais donc voilà. Et le 4, il va aller ici. Voilà. Donc j'espère que ça a été utile. Je vais maintenant plus expliciter pourquoi ça fonctionne cet algorithme parce que je n'ai pas fait ça. Donc je vais quand même juste. En vrai, c'est pas utile, donc vous avez l'utiliser. Je vais juste faire une conclusion à la vidéo. Ah, vous voyez plus l'écran, merde. Attends, je coupe. Donc je vais conclure la vidéo. Après, j'explicite pourquoi l'algorithme d'Euclide fonctionne. Donc voilà, on a vu cette méthode-là d'algorithme de clic qui nous sera utile parce qu'en plus, on n'a pas encore tout dit sur cet algorithme, il va nous permettre de déterminer une autre chose aussi, pas que le PGCD, mais une autre information, enfin un autre couple de nombres qui nous sera utile. Et donc la prochaine fois, on verra le théorème de Bézout qui est aussi lié à cet algorithme d'Euclide. Donc on n'a pas terminé de revoir cet algorithme. Donc le théorème de Bézout qui nous sera aussi utile, qui va nous permettre aussi de trouver une autre méthode de calcul de PGCD, en plus qui nous sera utile aussi dans des cas. C'est un théorème classique, donc il faut le connaître. Et en plus, c'est un théorème utile qui va nous permettre de résoudre des équations diophantiennes. Donc voilà. J'en dis pas plus, mais voilà. Donc pour ceux qui veulent s'arrêter là, c'est bon. Mais moi, je vais juste continuer sur l'algorithme d'Euclide. Si vous voulez partir, au revoir. Donc, si vous êtes resté, c'est que vous vouliez voir pourquoi l'algorithme fonctionne et s'arrête. L'algorithme, il a un critère d'arrêt. Pourquoi? Parce que, regardez la suite ici des restes. Il s'arrête pour quand est-ce que l'algorithme s'arrête? Il s'arrête quand le reste devient est nul. Donc quand il y a un moment, un reste est nul. Ok. Pourquoi il y aura forcément un reste qui deviendra nul? Rien ne le prouve. Peut-être que ça peut rester croissant. Peut-être que là, voilà, c'est la suite des restes. Peut-être bon, c'est un peu décroissant au début. Bon, c'est une suite, hein. C'est un peu décroissant, puis ça peut rester constant. Pourquoi ça peut pas rester constant? Parce que la suite est strictement décroissante. La suite est décroissante parce que si on liste, grâce au théorème de la division euclidienne, les restes ils sont plus petits que leur diviseur, que le diviseur. Donc la suite des restes, elle est positive, elle pourra jamais aller dans les relatifs. En plus, euh, elle est décroissante strictement. Parce que regardez, R1, il est plus petit que A. Enfin, on s'en fout de A, mais R1, il est plus petit que A. Ok. Mais grâce à la deuxième inégalité, en fait, R1, il est. Ouais, j'aurais dû l'écrire à l'envers. R1, il est plus grand que R2. Et ainsi de suite. Regardez, R3, il est plus petit que R2. Voilà, et ainsi de suite. Plus que tac, tac, tac. Et jusqu'à un moment, on aura Rn-1, Rn, et après 0. Donc c'est positif, grâce au dernier reste, hein. C'est positif, décroissant. Donc, une suite positive d'entiers décroissante va forcément atteindre 0. C'est une propriété qui existe, je sais pas si elle est démontrée, je m'en fous un peu, mais donc ça va forcément s'arrêter. Ça va forcément atteindre 0. Voilà pourquoi l'algorithme est certain, on est certain que ça s'arrêtera. Et donc pourquoi ça donne le PGCD? Pourquoi? Parce que c'est grâce à la propriété précédente, j'ai un peu mal expliqué avant.
Donc en gros, si on écrit la liste des diviseurs communs de A et de B, en gros, grâce à la propriété appliquée une fois, ça c'est égal à cet ensemble-là, donc à A et à R1. Et je la réapplique ensuite, ça me donne R1 et R2, blablabla, jusqu'à 0. On a dit que ça atteindra forcément 0. Donc il y aura un reste forcément nul. Et donc ça va me donner donc, le maximum de cet ensemble, c'est Rn. Donc max de cet ensemble de D de Rn 0, c'est Rn. Rn il est positif, strictement. Il est au moins égal à 1. Et donc, vu que ça c'est égal à Rn, les maximums ici, si je passe au maximum, c'est les mêmes. Et donc voilà pourquoi en fait ça me donne le dernier reste non nul et le PGCD, tout simplement. Donc j'espère que c'est assez clair maintenant de pourquoi ça fonctionne. C'est pas de la magie, c'est logique. Et donc on pourra programmer cet algorithme en Python. Ça se fait très très bien, c'est même très facile. Donc voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu. Donc la prochaine fois, j'ai dit que je parlerai du théorème de Bézout. Donc en espérant que ça vous plaise. Je sais pas où je vais aller ensuite après ce théorème de Bézout. Je ferai les équations de Jouoff anciennes. Je sais pas en fait où est-ce que je m'arrête. Franchement, j'en ai un peu marre aussi de faire de l'arithmétique. Je voudrais faire d'autres choses. Mais bon, je vais quand même finir. Et je pense que je vais arrêter les vidéos exo parce que ça me saoule aussi. Je ferai une grosse vidéo avec des gros exercices pour vraiment d'exercices globaux. J'aime pas en fait faire un exercice sur une notion. Parce qu'en fait, quand tu fais des exercices sur la division euclidienne, tu sais quoi utiliser directement comme propriété. Tu sais quel théorème appliquer. Alors que quand tu fais un exercice global, c'est à toi de deviner, c'est à toi de chercher d'avoir une intuition. Donc voilà pourquoi j'aime pas faire un exercice A sur les nombres premiers, A sur la divisibilité, A sur les équations, enfin sur la congruence, voilà. Donc je préfère faire des gros exos sur tout. Donc en espérant que voilà, bon, je vais pas faire les vidéos exercices parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de finir. Donc voilà. Donc je vais vous dire au revoir, à la prochaine.